Un simple tube de cuivre d'une valeur dérisoire, plié selon la forme exacte de la grande pyramide, puis posé au-dessus d'un carré de culture. Pas de fil, pas de batterie, pas d'engrais chimiques. Et pourtant, selon le récit, quelque chose commence presque aussitôt à changer dans le sol. La terre située sous cette structure deviendrait électriquement active. Les racines s'orienteraient vers le cuivre. Les graines germeraient plus vite, comme si elles répondaient à une stimulation invisible venue à la fois du ciel et du sous-sol. Le texte présente cette idée comme un savoir ancien oublié ou volontairement écarté lorsque la bonne géométrie rencontre le bon métal au-dessus du bon type de terre. Il se formerait un système énergétique passif capable de capter une charge atmosphérique, de réveiller l'activité biologique du sol et de nourrir les plantes dans plusieurs directions à la fois. Le tout sans coût, récurrent, sans machine complexe et sans dépendance aux produits industriels. Pour appuyer cette promesse, le récit enchaîne immédiatement avec des exemples frappants. Un agronome aurait observé un rendement de pommes de terre 2 fois supérieur sous cette forme. Un cultivateur canadien aurait affirmé produire des quantités spectaculaires de nourriture dans une serre pyramidale construite avec les mêmes proportions. Un ingénieur tchèque lui aurait passé des années à démontrer devant une administration officielle que cette géométrie pouvait produire des effets physiques mesurables sur la matière. Le principe central est annoncé sans détour, la forme est celle de la pyramide, l'angle est d'environ 51 degrés, le matériau est le cuivre. Et la vraie question soulevée par le script n'est pas seulement de savoir si cela fonctionne, mais pourquoi une telle approche ne figure ni dans les manuels de jardinage, ni dans l'enseignement agricole classique, ni dans les recommandations officielles. C'est là que commence l'enquête du récit, non comme une fantaisie ésotérique, mais comme la possible redécouverte d'une technologie passive fondée sur la géométrie, l'électricité naturelle et la vie du sol. L'histoire prend véritablement forme en Europe centrale avec un homme nommé Karel Drobal, ingénieur radio tchécoslovaque. En 1949, il dépose auprès de l'Office des brevets de Prague une invention qui paraît au premier regard presque absurde. Il ne présente ni moteur, ni circuit électrique, ni dispositif chimique sophistiqué. Son invention est un simple modèle creux en forme de pyramide inspiré des proportions exactes de la grande pyramide de Gizeh. Son but déclaré est tout aussi déconcertant: conserver le tranchant des lames de rasoir sans aucune source d'énergie extérieure. Pas d'aiguisage mécanique, pas de courant électrique, pas de produit de traitement. Seulement une forme géométrique précise. Le protocole décrit dans le récit est très particulier. La pyramide doit être orientée selon les 4 points cardinaux. La lame, elle, est placée à l'intérieur sur un petit support à environ 1/3 de la hauteur totale de la structure. Ce détail est essentiel car cette zone correspond à l'endroit où les effets seraient les plus marqués. Au début, les examinateurs ne prennent pas l'idée au sérieux. Pourtant, Drobal persiste. Pendant des années, il défend l'idée qu'une géométrie donnée peut concentrer certaines lignes de force du champ terrestre et créer un micro-environnement capable d'influencer la matière. Selon le script, ce n'est pas seulement une théorie marginale restée au stade de l'hypothèse. Un examinateur spécialisé en métallurgie aurait personnellement testé le dispositif pendant une longue période. Les résultats avancés sont spectaculaires. 16 lames auraient permis 1778 rasages, soit en moyenne 111 rasages par lame, alors qu'en usage normal, une lame ne durerait qu'une poignée de rasages. Finalement, en 1959, un brevet officiel aurait été accordé. Mais le point le plus important n'est pas la lame elle-même. Le récit insiste sur un élément décisif. Drobal n'affirme pas que la pyramide est magique. Il soutient plutôt que certaines formes géométriques, lorsqu'elles respectent des proportions très précises, peuvent interagir de manière mesurable avec les champs électromagnétiques. La pyramide n'aurait été dans ses essais que la forme la plus efficace. Ainsi, ce n'est pas le symbole qui compterait, mais la proportion, l'orientation et la relation entre espace-matière et énergie. C'est cette idée qui ouvre la voie à toute la suite du script. À partir de là, le récit quitte le terrain du simple brevet pour entrer dans celui des proportions fondamentales. Selon le script, l'efficacité supposée de la pyramide ne vient pas d'une croyance symbolique, mais d'un angle extrêmement précis, environ 51 degrés 52 minutes, soit l'inclinaison attribuée à la grande pyramide de Gizeh. Cet angle n'est pas présenté comme un détail architectural, mais comme la clé même du phénomène. C'est lui qui transformerait une simple structure en un dispositif capable d'interagir avec des forces naturelles invisibles.
Le texte insiste alors sur deux constantes mathématiques majeures. D'abord, le nombre pi. Lorsque la pyramide respecte cette pente particulière, le périmètre de sa base divisé par 2 fois sa hauteur se rapproche de pi. Ensuite vient le nombre d'or phi, égal à environ 1618. La hauteur inclinée de chaque face rapportée à la moitié de la base correspondrait à cette fameuse proportion. Le script y voit quelque chose d'extraordinaire, une seule forme géométrique réunirait en même temps deux constantes parmi les plus fondamentales des mathématiques. Cette coïncidence devient dans la logique narrative bien plus qu'un argument de géométrie. Le texte bascule vers le vivant. Le nombre d'or, rappelle-t-il, apparaît partout dans la nature, dans la spirale du nautile, dans l'organisation des graines d'un tournesol, dans l'architecture des branches, dans certaines proportions du corps humain et même dans l'imaginaire scientifique lié à l'ADN. Autrement dit, la pyramide ne parlerait pas une langue arbitraire, elle utiliserait une syntaxe de proportion déjà présente dans les formes biologiques elles-mêmes. C'est ici que le script tisse son idée maîtresse. Si les organismes vivants s'organisent déjà selon des rapports mathématiques comparables, alors une pyramide construite avec ces mêmes proportions pourrait entrer en résonance avec eux. Et si cette pyramide est faite de cuivre-métal hautement conducteur, son rôle ne serait plus seulement passif ou symbolique. Elle pourrait devenir une sorte d'antenne tridimensionnelle installée dans le champ magnétique terrestre et placée directement au-dessus d'un système vivant le sol. À ce stade du récit, la pyramide cesse d'être un objet archéologique ou décoratif. Elle devient une interface potentielle entre mathématiques, électromagnétisme et biologie. Le récit quitte ensuite les spéculations théoriques pour entrer dans le monde des essais agricoles grandeur nature. Au début des années 1970, un fermier canadien nommé Leigh Brown aurait construit sur son exploitation une grande pyramide inspirée des proportions de Gizeh. Il ne s'agissait pas d'un petit modèle de table, mais d'une véritable structure de culture avec une base d'environ 16 pieds de côté et une hauteur d'environ 11 pieds, ses parois étant inclinées à l'angle réputé idéal de 51 degrés. 3 côtés étaient du couvert de plexiglas, tandis que la face nord était isolée. Selon le texte, les résultats auraient été rapides et spectaculaires. Des concombres auraient grandi de plusieurs pouces en une seule nuit. Les tomates auraient reproduit à un rythme que Brown n'avait jamais observé auparavant. Il aurait même estimé que sa serre pyramidale produisait jusqu'à 36 fois plus de nourriture par mètre carré qu'un espace de culture conventionnel. Mais le récit ne s'arrête pas à la quantité. Il insiste aussi sur la qualité, les plantes auraient y paru plus vigoureuses, plus saines, moins attaquées par les insectes, et leurs fruits auraient présenté une saveur plus riche. Un autre élément renforce encore le mystère mis en scène par le script. L'eau laissée plusieurs jours à l'intérieur de la pyramide aurait ensuite stimulé la croissance de plantes situées à l'extérieur. Autrement dit, non seulement l'espace intérieur serait actif, mais il pourrait aussi imprimer quelque chose à l'eau, laquelle conserverait ensuite un effet bénéfique. Le texte ajoute enfin une série d'observations encore plus troublantes. Les aliments placés dans la pyramide ne pourrissaient pas de manière ordinaire. Ils auraient plutôt eu tendance à se déshydrater. Les bananes resteraient comestibles plus longtemps, la viande sécherait sans se gâter et le lait se comporterait différemment de ce que l'on attend d'une décomposition bactérienne classique. Dans la logique du récit, cela signifierait qu'une simple forme géométrique sans réfrigération ni produit conservateur pourrait inhiber certaines activités microbiennes. L'épisode le plus dramatique survient lorsque Brown tente de relier le sommet de sa pyramide au sol. Une décharge l'aurait projeté violemment à plusieurs mètres. Qu'elle soit interprétée comme un accident isolé ou comme un indice énergétique majeur, cette scène joue un rôle décisif dans le script. Elle transforme la pyramide en dispositif de concentration d'énergie et non plus seulement en curiosité agricole. Le script élargit ensuite son horizon en évoquant les grandes pyramides construites dans l'ex-Union soviétique par Alexander Golod. Cette fois, il ne s'agit plus de serres artisanales, mais de structures gigantesques, certaines dépassant 140 pieds de hauteur. Golod aurait fait ériger des dizaines de pyramides en Russie et en Ukraine, en évitant délibérément les métaux dans leur construction, préférant des matériaux comme la fibre de verre et le PVC. Son objectif, selon le récit, était d'explorer les effets d'une géométrie pyramidale fondée sur des proportions liées au nombre d'or. Les affirmations rapportées sont impressionnantes. Des graines exposées dans ces pyramides auraient ensuite donné des hausses de rendement significatives, la virulence de certains agents pathogènes aurait diminué, et la plus spectaculaire de toutes les déclarations concerne une sorte de colonne d'énergie détectée au-dessus du sommet par des installations radars militaires.
Dans la mise en scène du texte, cela renforce l'idée que la pyramide ne serait pas seulement un volume passif, mais un émetteur ou un concentrateur d'énergie structurée. Cependant, le script prend ici soin d'introduire une nuance importante. Il reconnaît que les travaux de Gollod ont été largement critiqués, qu'ils n'ont pas reçu de validation solide dans les grandes revues scientifiques occidentales, et que beaucoup de résultats reposent sur des observations plutôt que sur des protocoles rigoureusement contrôlés en double aveugle. Cette précision est capitale, car elle place le lecteur sur une ligne de crête entre fascination et prudence. Le récit mentionne ensuite un élément qu'il juge plus difficile à écarter une étude référencée dans PubMed, la base de données biomédicale de la National Library of Medicine. D'après le texte des graines d'orge conservées avant semis dans un modèle pyramidal de proportions égyptiennes, aurait montré une stimulation de croissance. Les chercheurs auraient aussi observé une modification du pH de l'eau et une accélération notable de la décomposition d'une solution de peroxyde d'hydrogène à l'intérieur de la structure. Pour le script, cela signifie qu'en l'absence même d'une explication complète, certains effets chimiques et biologiques mesurables pourraient bel et bien être influencés par la géométrie. Le récit se rapproche ensuite du jardin contemporain avec la figure de Yannick Van Doorn, agronome belge, formé à l'agriculture et aux biotechnologies. Dans le script, il apparaît comme l'un des représentants les plus concrets de ce que l'on appelle l'électroculture, c'est-à-dire l'usage des forces électromagnétiques naturelles pour stimuler la fertilité du sol et la croissance des plantes. Parmi les différentes techniques qu'il explore, la pyramide de cuivre occupe une place centrale. L'expérience mise en avant est simple dans son principe. Des pommes de terre de semences sont placées pendant 2 jours sous une pyramide en cuivre avant d'être mises en terre. Elles sont ensuite cultivées aux côtés d'un lot témoin provenant de la même récolte dans le même sol avec la même eau et la même lumière. Selon le récit, les plants issus des tubercules chargés montrent une croissance doublée et un rendement lui aussi doublé. Le script insiste sur ce point, il ne s'agirait pas d'une légère amélioration, mais d'un effet spectaculaire. Van Doorn, toujours selon le texte, transmet cette méthode dans des ateliers pratiques à travers l'Europe. Il apprend aux participants à fabriquer eux-mêmes des pyramides avec de simples tubes de cuivre achetés dans le commerce. Les retours qu'il rapporte ne concernent pas seulement les pommes de terre, mais aussi les tomates, les courgettes, les herbes aromatiques et les légumes-feuilles. Le tableau dressé par le script est celui d'une technique reproductible, accessible et peu coûteuse. La justification avancée repose surtout sur les propriétés du cuivre. Ce métal est présenté comme l'un des meilleurs conducteurs électriques disponibles. Depuis longtemps, il sert dans les bobines, les antennes, les transformateurs et la plupart des systèmes liés aux champs électromagnétiques. Dans la logique du récit, lorsqu'on donne au cuivre une forme pyramidale réglée sur les proportions dites idéales, on obtient une sorte d'antenne tridimensionnelle passive. Les faces recevraient l'énergie ambiante, le sommet la concentrerait et l'espace intérieur deviendrait une cavité de résonance. Ainsi, la pyramide de cuivre n'est pas décrite comme un objet décoratif ou symbolique, mais comme un collecteur d'énergie naturelle, sans moteur, sans prise électrique et sans durée de vie limitée. À ce stade, le script change de registre et propose une explication économique plutôt que purement scientifique. Si la pyramide de cuivre, l'électroculture et les systèmes de sol électriques sont si peu connus aujourd'hui, ce ne serait pas seulement parce qu'ils sont contestés, mais parce qu'ils ne s'intègrent pas à un modèle industriel fondé sur l'achat répété. Une structure géométrique installée une fois capable de durer des années ne génère presque aucun revenu. En revanche, les engrais de synthèse, les pesticides et les intrants agricoles doivent être rachetés saison après saison. Le récit insiste sur cette opposition. D'un côté, une technologie présentée comme durable passive et presque permanente. De l'autre, une industrie mondiale construite sur la consommation récurrente. Pour renforcer ce contraste, le texte rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, les dépenses consacrées aux engrais chimiques ont explosé. Dans ce cadre, toute méthode susceptible de réduire la dépendance aux intrants commerciaux aurait eu peu de chances d'être promue à grande échelle. Le script évoque également le cas du British Electroculture Committee, fondé au début du XXe siècle sous l'autorité du ministère de l'Agriculture. Selon le récit, ce comité aurait accumulé pendant des années des données de terrain montrant des hausses de rendement grâce à des méthodes électriques avant que ces rapports ne soient classés et que l'institution soit dissoute. Le texte y voit le symbole d'un savoir progressivement relégué hors du courant dominant. Qu'on adhère ou non à cette lecture, elle joue un rôle essentiel dans la narration.
Elle transforme la pyramide de cuivre en bien, plus qu'un outil de jardinage. Elle en fait l'emblème d'une connaissance oubliée, écartée, non parce qu'elle serait inutile, mais parce qu'elle serait trop simple, trop durable et trop peu rentable. Le script passe ensuite du discours général à des applications concrètes. La première est la plus simple, un chargeur de graines en forme de pyramide réalisé avec du tube de cuivre de plomberie. La consigne centrale est claire, il faut du cuivre véritable et non de l'acier galvanisé, du plastique recouvert d'adhésif cuivre ou un métal peint pour lui ressembler. Dans la logique du récit, le matériau compte autant que la forme. La proportion jugée décisive est reprise avec précision. La longueur des arêtes inclinées doit être égale à la longueur de la base multipliée par 0,952. C'est cette relation qui permettrait de reproduire les proportions attribuées à la grande pyramide. Les pièces de base forment un carré, les 4 arêtes montent vers un sommet commun et l'ensemble doit être assemblé de manière aussi propre que possible pour préserver la continuité du cuivre. Mais la géométrie seule ne suffirait pas. L'orientation est décrite comme indispensable. Une face de la pyramide doit regarder vers le nord, vrai, et non vers le nord, magnétique. Le script insiste sur ce point en rappelant que dans les expériences historiques mentionnées plus tôt, l'alignement sur les points cardinaux faisait partie du protocole. Les graines sont ensuite placées à l'intérieur sur un support non métallique à environ un tiers de la hauteur totale. Elles y restent 2 à 3 jours avant d'être semées. L'eau, elle aussi, peut être laissée 48 heures dans la pyramide avant d'être utilisée pour l'arrosage. La seconde application consiste à agrandir le même principe à l'échelle d'un carré potager ou d'une plate-bande surélevée. On construit alors une armature pyramidale ouverte en tube de cuivre plus robuste, directement posée autour ou au-dessus de la zone cultivée. Il n'est pas nécessaire de fermer les faces avec des panneaux selon le script, le simple cadre suffit si l'angle est juste et l'orientation correcte. 2 avertissements reviennent avec force: ne jamais utiliser de raccord en fer ou en acier et ne pas peindre ni vernir le cuivre car sa surface doit rester en contact direct avec l'atmosphère. La troisième application est la plus ambitieuse du script car elle ne se contente plus d'ajouter une pyramide de cuivre au-dessus des plantes. Elle transforme tout le lit de culture en un système énergétique vivant composé de plusieurs couches complémentaires. L'idée est de faire coopérer la géométrie aérienne, la matière organique, en décomposition le charbon végétal et une petite réaction galvanique directement dans la zone racinaire. La base du dispositif commence par une tranchée d'environ 2 pieds de profondeur. Au fond, on place de grosses bûches et des branches non traitées de préférence issues de bois dur, comme le chêne l'érable, le bouleau l'aulne, le pommier ou le cerisier. Le script précise qu'il vaut mieux éviter les bois traités peints ou toxiques, ainsi que certaines essences comme le noyer noir, le cèdre ou le séquoia, soit parce qu'elles relâchent des substances nuisibles, soit parce qu'elles se décomposent trop lentement. Entre les grosses pièces de bois, on ajoute de petites branches, des copeaux, puis une couche de matières azotées, comme des feuilles de l'herbe coupée ou des déchets de cuisine. Dans la logique du récit, ce cœur enfoui devient à la fois une réserve d'eau, une source de chaleur, et une sorte de cellule biologique génératrice d'électrons grâce à l'activité microbienne. Au-dessus vient la couche de biochar, c'est-à-dire de charbon végétal propre, idéalement issu de bois dur. Mais le script insiste sur une étape jugée essentielle: ce charbon ne doit jamais être incorporé brut. S'il n'a pas été chargé, il absorbera les nutriments du sol au lieu de les restituer. Il faut donc le faire tremper au moins 48 heures dans un liquide nutritif comme un thé de compost, une solution de turicule vers une émulsion de poisson dilué ou même une urine fortement diluée. Une fois imprégné, ce biochar peut être mélangé à du compost et réparti sur plusieurs centimètres d'épaisseur. Dans le récit, il devient alors un habitat microbien stable, un réservoir de nutriments et surtout un excellent conducteur au sein du sol. La couche supérieure est constituée de terre de jardin, là où se développeront les racines. C'est aussi à ce niveau qu'intervient la petite pile de terre. D'un côté de la plante, on enfonce un morceau de cuivre. De l'autre, à quelques pouces de distance, un clou galvanisé en zinc. Le sol enrichi en biochar sert alors d'électrolyte. D'après le script, un multimètre permettrait de mesurer entre 0,8 et 1,1 volts entre les deux métaux. Ce courant favoriserait la libération de certains nutriments, tandis que les racines seraient attirées vers le cuivre par électrotropisme. Le zinc, en se corrodant lentement, libérerait des ions utiles à la physiologie végétale,
notamment pour la synthèse du tryptophane précurseur de l'auxine hormone majeure de croissance. Enfin, la pyramide de cuivre est placée au-dessus de l'ensemble orienté correctement vers le nord vrai. C'est alors que le script assemble sa vision globale. D'en haut, la pyramide capterait une énergie atmosphérique et la concentrerait vers le sol. D'en bas, le bois en décomposition produirait chaleur-humidité et activité électrique biologique. Entre les deux, le biochar servirait de réseau conducteur et de support microbien durable. Et au niveau immédiat des racines, la paire cuivre-zinc fonctionnerait comme une microbatterie. Pris séparément, chacun de ces éléments a déjà une fonction. Mais réunis, ils formeraient, selon le récit, un système synergique, une sorte d'organisme agricole autonome capable de nourrir, d'hydrater et de stimuler les plantes avec un minimum d'intrants extérieurs. Pour terminer, le script insiste sur un point essentiel. Si l'on veut prendre cette approche au sérieux, il faut mesurer. Il recommande de suivre les cultures avec des outils simples, un réfractomètre pour observer le niveau Brix des feuilles, un multimètre pour vérifier la tension entre cuivre et zinc des photographies prises régulièrement avec une règle visible et une pesée précise des récoltes en fin de saison. Surtout, il faut conserver un rang témoin cultivé dans les mêmes conditions, mais sans pyramide, sans biochar, sans bois enfoui et sans électrode. La conclusion du récit est claire, le cuivre dure des décennies, le biochar reste actif très longtemps, l'expérience coûte peu. Et le véritable verdict ne se trouve ni dans les polémiques, ni dans les slogans, mais dans le jardin lui-même.